ancien témoignage nous vient d'un philosophe ou d'un poète, plus exactement, d'un grand poète lyrique grec qui s'appelle Simonide de Céos. Alors, Simonide de Céos, il a vécu au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. D'accord ? Donc il fait partie de la période pré-socratique, hein, donc ce qu'il y a de plus ancien dans notre philosophie grecque. Et dit que Pythagore, vraiment qui est plus connu que lui, était peut-être encore vivant durant la jeunesse de Simonide. Donc Simonide, c'est un des poètes lyriques grecs les plus admirés. On l'avait surnommé l'homme à la langue de miel. Tellement il était célèbre par la beauté de ses images et voilà, d'un très très grand poète, et malheureusement il n'y a qu'une infime partie de son œuvre qui a survécu. Alors ce Simonide de Céos, il est connu encore aujourd'hui, pas tellement donc par sa poésie, mais par une anecdote qu'il va raconter et qui sera reprise plus tard par Cicéron, qui va lui donner toute une importance que probablement même de l'époque de Simonide elle n'avait pas. Donc Cicéron, dans son œuvre des Oratores, c'est-à-dire de l'oratoire, de la rhétorique, Cicéron reprend cette anecdote et à sa suite d'autres reprendront. Et il y a un autre grand spécialiste, grand pédagogue romain de rhétorique, un certain Quintilien qui va aussi la reprendre, et il va y avoir donc plusieurs différentes versions de cette histoire. Mais disons que c'est une histoire qui va devenir très célèbre. Alors cette histoire de Simonide, quelle est-elle? Et donc on la trouve dans le livre avec la version de Cicéron. Voilà quelle est l'histoire, et elle est suffisamment marquante, je pense, pour justement ouvrir un petit peu ce cycle. Au cours d'un banquet donné par un noble de Thessalie qui s'appelait Scopas, le poète Simonide de Céos chanta un poème lyrique en l'honneur de son hôte. Mais il y inclut un passage à la gloire de Castor et Pollux. Bon, Castor et Pollux, divinités jumelles, importantes hein, quand même, les jumeaux, panthéon. Mesquinement, Scopas dit au poète qu'il ne lui paierait que la moitié de la somme convenue pour le panégyrique et qu'il devait demander la différence aux dieux jumeaux auxquels il avait dédié la moitié du poème. Un peu pingre le Scopas en question, mais bon. Un peu plus tard, on avertit Simonide que 2 jeunes gens l'attendaient à l'extérieur et désiraient le voir. Il quitta le banquet et sortit, mais il ne put trouver personne. Pendant son absence, le toit de la salle du banquet s'écroula, écrasant Scopas et tous ses invités sous les décombres. Les cadavres étaient à ce point broyés que les parents venus pour les emporter et leur faire des funérailles étaient incapables de les identifier. Mais Simonide se rappelait les places qu'ils occupaient à table, et il put ainsi indiquer aux parents quels étaient leurs morts. Bon, c'est un peu dur, mais bon. Ça commence bien. Désolée. Castor et Pollux, les jeunes gens invisibles qui avaient appelé Simonide, avaient généreusement payé leur part du panégyrique en attirant Simonide hors du banquet, juste avant l'effondrement du toit. Et cette aventure suggéra au poète les principes de l'art de la mémoire, dont on dit qu'il fut l'inventeur. Remarquant que c'était grâce au souvenir des places où les invités s'étaient installés qu'il avait pu identifier le corps,
il comprit qu'une disposition ordonnée est essentielle à une bonne mémoire. Voilà l'anecdote qui fait de Simonide de Céos, illustre inconnu aujourd'hui pour la plupart, l'inventeur de l'art de la mémoire. Ça, on s'en rappelle de cette histoire quand même, parce qu'elle est frappante. Donc, Cicéron, qui on verra, va reprendre cette anecdote et va la développer, va expliquer que, effectivement, pour exercer cette faculté du cerveau, qu'est la mémoire, selon le conseil de Simonide, on doit choisir en pensée des lieux distincts, je vais développer tout ça après, des lieux distincts, se former des images des choses qu'on veut retenir, puis ranger ces images dans les divers lieux. Donc, Cicéron va nous expliquer de manière très pédagogique, et ça va être la notion clé qui va vraiment se développer pendant tout le reste des siècles, des lieux, donc mémoriser des lieux, des places, et dans ces lieux ou ces places, se former des images, pas des concepts, on verra, en fait, c'est plus compliqué, mais déjà des images, des choses qu'on veut retenir, et placer les images dans les lieux, dans les divers lieux qu'on aura choisis. Alors, l'ordre des lieux conserve l'ordre des choses. Les images rappellent les choses elles-mêmes. Et comme Cicéron le dit, il va employer une image, là pour le coup, extrêmement employée par la suite, les lieux sont les tablettes de cire sur lesquelles on écrit. Les images sont les lettres qu'on y trace. Alors ça, voilà, c'est la phrase que vous pouvez vraiment... oui, je vais répéter, mettre en exerce. C'est le fil conducteur. Les lieux sont les tablettes de cire sur lesquelles on écrit. Les images sont les lettres qu'on y trace. Et ça va être la base de cet art de mémoire, évidemment hyper développé chez les rhétoriciens. C'est pour ça qu'à Rome, ça va vraiment, mais en Grèce aussi, mais surtout à Rome, ça va se développer, mais aussi chez les poètes, chez les orateurs, chez les conteurs, tous ceux qui doivent, sans note, parler, en se remémorant des choses apprises. Donc je répète, les lieux sont les tablettes de cire sur lesquelles on écrit, les images sont les lettres qu'on y trace. Et dans une plaidoirie, par exemple, de l'avocat, ce qui semble être de l'improvisation naturelle, spontanée, ou chez un acteur, eh bien en fait, est le fruit d'une discipline extrêmement précise et quand même complexe, où les concepts, les images sont mémorisés dans des lieux, dans un certain ordre, choisi au préalable. Voilà. Là, vous avez, presque on pourrait s'arrêter là. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est surprenant chez Yates, chez Frances Yates, c'est que du moment où j'ai étudié ça, mais j'ai jamais voulu le pratiquer. ce qui est amusant, parce que ça pourrait avoir donné envie de pratiquer. Et c'est vrai, pour l'avoir pratiqué un petit peu, c'est vrai que c'est très opérationnel, mais c'est extrêmement exigeant.
Alors attends, non, parce que là ça va me perturber mes neurones. Hein, on les garde pour tout à l'heure, ok. Après la pause, il va y avoir un moment, je vous promets. Mais, bon voilà, donc dans le stillage de Cicéron, les Romains vont évidemment développer merveilleusement cet art de la mémoire. Alors, ce que je voudrais, quand même, et ça y est pas dans le livre, c'est que, bien entendu, on parle des Romains, mais avant les Romains, il y a les Grecs. Et pas simplement les poètes lyriques grecs, hein, comme Simonide, mais les philosophes grecs. Et donc, ça va sembler intéressant de faire un détour par Pythagore, donc pré-socratique aussi, par les Orphiques, par Platon, et parce que certains disent que, en fait, les sources de l'art de mémoire sont là aussi, et que peut-être même il y aurait des influences égyptiennes. Mais là, vous allez voir que c'est une toute autre conception, je pense, de la mémoire, qui est en fait la mémoire de l'âme, et qu'on va appeler, en général, la réminiscence. Donc je voudrais commencer par ça, pour montrer aussi vraiment la différence qu'il y a entre cette vision grecque, enfin de certains Grecs en tout cas, de la mémoire, pour ensuite, grâce à Aristote, qui va lui développer une vision plus scientifique, qui, elle, va se rapprocher de la vision romaine et de la vision qui va suivre. Mais c'est pour montrer que, aussi, par rapport à la mémoire, on peut avoir un tout autre regard, qui est celui que vous connaissez hein, déjà pour la plupart, puisqu'on l'a largement développé avec Platon, le dialogue de Platon, mais que je vais reprendre un petit peu, parce que, bon, je pense que c'est vraiment quand même intéressant d'avoir un peu aussi ce point de repère. Alors, donc là, Pythagore, on ne sait pas beaucoup de choses, Pythagore, mais par contre, on sait que Platon s'est beaucoup inspiré de Pythagore. Et donc, Platon, il pense quoi, lui, de la mémoire? Il pense qu'il existe une connaissance qui ne dérive pas simplement des impressions sensorielles ou des connaissances que l'on peut acquérir hein, au fil de la vie, mais qu'il y a à l'état latent dans notre mémoire les formes ou les empreintes de ce qu'il appelle les idées. Ça vous rappelle quelque chose, hein, les idées platoniciennes. C'est-à-dire des réalités que l'âme connaissait avant sa descente ici-bas. Donc, évidemment, ça a un présupposé, la vision donc pythagoricienne, orphique ou platonicienne, que l'âme, quand elle se réincarne, quand elle revient sur Terre, a déjà en elle tout un bagage de connaissances, des idées, connaissances, naître avec, oui, et donc, alors évidemment, on va me dire, oui, mais ça suppose tout la vision, hein, ou la représentation de l'homme et de l'homme que Platon avait, c'est certain. Mais les idées, hein, vous vous rappelez, elles sont atemporelles, éternelles, et elles représentent un peu la perfection. Donc la vraie connaissance, pour lui, et pour tous les platoniciens qui vont suivre, hein, ça consiste à associer les empreintes, là, par contre, tirées des impressions sensorielles ou des connaissances acquises dans la vie quotidienne, et de l'associer, en tout cas, de créer une résonance avec le moulage ou l'empreinte. Donc vous voyez cette image de la cire, hein, par exemple, elle est vraiment, c'est pour ça qu'elle sera réutilisée. Donc d'associer cela à l'empreinte ou au moulage de cette réalité supérieure, qu'on appelle le monde
archétypal, hein, ou le monde intelligible, le monde des idées, le monde idéal, dont pour Platon, le monde sensible n'est qu'un reflet, hein, n'est qu'une ombre, n'est qu'un reflet. Donc, c'est pour ça que Platon va dire, savoir, c'est se souvenir. Puisque pour lui, l'âme humaine, elle connaît l'essentiel quand elle arrive. Donc c'est pas l'image du petit bébé innocent, qui est vierge de tout et qui va apprendre durant ce... C'est déjà une âme, peut-être très ancienne, qui se retrouve dans effectivement, le corps d'un bébé, mais dont la vie va l'amener à avoir des réminiscences. C'est-à-dire de se souvenir de choses qu'il n'aura pas apprises fondamentalement, dont il se sera souvenu par une sorte de choc, hein, de résonance. J'aime bien le terme de résonance parce que c'est un peu comme une résonance magnétique. Alors les IRM autres, résonance magnétique, entre quelque chose qu'on vit et donc qui est à la base d'une impression, d'une connaissance, d'une perception, qui va faire qu'on va se ressouvenir, qu'on va faire ressurgir donc à la mémoire active, vive, quelque chose qui était enfoui et qu'on n'a pas acquis, qui était là. C'est une vision très particulière. Mais on va voir que après, quand on va développer l'art de la mémoire avec beaucoup plus des techniques, hein, on va s'éloigner, se détacher de cette vision. Et c'est pour ça que Platon disait bien que la rhétorique, c'était pas la recherche de la persuasion, il ne s'agissait pas de convaincre son auditoire de quoi que ce soit, que c'était pas simplement l'art de bien parler, hein, ou de trouver les belles formules, mais c'était surtout l'art de se rapprocher de la vérité. C'est pour ça qu'avec Socrate, il va combattre les sophistes, enfin, ou tous ceux qui faisaient de l'éloquence simplement un art, hein, du bien parler, mais sans cette recherche finalement métaphysique. Donc il y a plusieurs, vous allez pouvoir trouver dans plusieurs dialogues de Platon ce genre de développement. Vous l'avez dans le Phédon, où il va expliquer, par exemple, parce que l'intérêt c'est qu'il donne des exemples, l'idée d'égalité, par exemple. L'idée d'égalité, il dit, elle nous est innée, et c'est l'exemple d'une idée, parce qu'il n'y a pas que le beau, le bon, le juste, le vrai, hein, il y a aussi d'autres idées. L'idée d'égalité, elle est innée. Donc, c'est cette idée, parce que cette idée est dans l'âme, et lui il dit dans l'âme, il ne dit pas forcément dans le cerveau, c'est parce qu'elle est dans l'âme qu'on va reconnaître que, par exemple, ces deux objets ne sont pas égaux, ou que deux autres objets, par exemple, par contre, sont égaux. Comment dire c'est inégal ou c'est égal s'il n'y avait pas au préalable cette idée d'égalité? Et de manière plus triviale, il va dire aussi, on reconnaît un lit ou une chaise parce que, sans avoir vu tous les lits du monde, ou toutes les chaises du monde, quand on voit une chaise, on dit c'est une chaise. Ou pas une chaise. Hein, ou c'est un cheval, ou pas un cheval. C'est parce que l'idée, elle est préexistante. Alors, c'est de cela dont, par exemple, Aristote va se moquer en disant, bon, ben, c'est bien joli ton histoire, mais moi j'ai jamais vu, hein, de mes yeux l'idée d'un cheval. Hein, parce que lui, il critique cette notion du monde intelligible pour se cantonner au monde sensible. Bon, vous connaissez l'histoire.
Donc ça, c'est le grand postulat, on va dire, platonien, de dire, bon, le monde sensible tel qu'on le connaît n'est qu'un reflet d'un monde supérieur, monde intelligible, avec les idées, les hypothèses mathématiques, les nombres et les idées. Et Pythagore, semble-t-il, avait dit la même chose avec les idées nombres. Bon. Donc, voilà, c'est ce que va expliquer Platon dans le Phédon, aussi dans le Phèdre, qui est un très beau dialogue sur toute la pérégrination de l'âme. Donc il va développer à nouveau ce thème de cette connaissance qui est une recherche de vérité, et là c'est dans le Phèdre où il y a tout un développement qui est vraiment intéressant, où on voit la prudence, enfin plus que prudence de Platon vis-à-vis de l'écriture. Ça, je vais vous le lire quand même parce que c'est un passage très connu, enfin très important du Phèdre. Et c'est là où on voit un peu l'articulation qu'il peut y avoir entre l'Égypte et la Grèce, la plus archaïque, puisque rappelez que le grand-père de Platon, c'était Solon, un des sages d'Athènes, qui lui était allé en Égypte. Il avait rencontré des prêtres égyptiens qui lui avaient dit, et c'était pourtant la fin de l'Égypte, mais vous, les Grecs, vous ne serez toujours que des enfants. Bon, les Grecs n'avaient pas trop compris, apprécié, bon, mais c'était peut-être pas si faux. Alors, dans le Phèdre, Socrate raconte l'histoire suivante. Eh bien, j'ai entendu conter que vécut du côté de Naucratis en Égypte une des vieilles divinités de là-bas, celle dont l'emblème sacré est l'oiseau qu'ils appellent, tu le sais, l'ibis, et que le nom du dieu lui-même était Thoth. Thoth ou Thoth. Vous connaissez l'ibis? Thoth. C'est lui donc le premier qui découvrit la science du nombre avec le calcul, la géométrie et l'astronomie, et aussi le tric-trac et les dés, enfin sache-le, les caractères de l'écriture. C'est vrai qu'en Égypte, Thoth, représenté sous la forme de l'ibis ou du cynocéphale, c'est le dieu de la sagesse, de la connaissance, et donc, effectivement, de l'écriture, des hiéroglyphes. Et d'autre part, en ce temps-là, régnait sur l'Égypte entière Thammus, dont la résidence était cette grande cité du haut pays que les Grecs nomment Thèbes d'Égypte, et dont le lieu est appelé par eux Amon, dieu Amon. Thoth, étant venu le trouver, lui fit montre de ses arts. Il faut, lui déclara-t-il, les communiquer au reste des Égyptiens. Voilà. Thoth qui est personnifié, là, il dit, voilà, moi j'ai inventé l'écriture, les règles de l'écriture, les hiéroglyphes, il faut que tous les Égyptiens connaissent cet art. Mais l'autre lui demanda quelle pouvait être l'utilité de chacun d'eux, et sur ces explications, selon qu'il les jugeait bien ou mal fondées, il prononçait tantôt le blâme, tantôt l'éloge. Mais le tour venu d'envisager les caractères de l'écriture fut arrivé. Voici, ô roi, dit Thoth, une connaissance qui aura pour effet de rendre les Égyptiens plus instruits et plus capables de se remémorer. Mémoire aussi bien qu'instruction ont trouvé leur remède. Et le roi de répliquer, incomparable maître est-ce art, ô Thoth, autre est l'homme qui est capable de donner le jour à l'institution d'un art, autre celui qui l'aide à apprécier ce que cet art comporte de préjudice ou d'utilité pour les hommes qui devront en faire usage. À cette heure, voilà qu'en ta qualité de père des caractères de l'écriture, tu leur as, par complaisance pour eux,
attribuer tout le contraire de leurs véritables effets. Car cette connaissance aura pour résultat, chez ceux qui l'auront acquise, de rendre leurs âmes oublieuses, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire. Mettant en effet leur confiance dans les cris, c'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans et grâce à eux-mêmes, qu'ils se remémoreront les choses. Si vous voulez avoir le point de vue de Platon sur l'écriture, c'est là. Bon, il fait parler Socrate, toujours, oui, c'est ce qu'on appelle le mythe de Teut, enfin, voilà, c'est la position officielle de Platon sur l'écrit. C'est pour ça que lui, il va écrire beaucoup, paradoxalement, hein, plein d'œuvres. Mais ça qui va donner aussi l'origine de tout le courant des philosophes, enfin, des Hélènes qui s'intéressent à cette période, pour dire, bon, oui, ok, il a écrit tout ça, mais l'essentiel de son enseignement était oral. Et là, vous avez, on l'avait étudié ça quand on a fait l'année Platon, hein, en 2013, tout ce courant qui dit, oui, mais en fait, bien sûr, il l'a écrit parce qu'il a senti que de toute façon, bon, l'écriture étant inventée, il fallait aussi utiliser le support, mais son enseignement le plus, peut-être le plus profond, dit que, en fait, il n'est pas dans les livres, il est dans cet enseignement oral donné à ses disciples qui le mémorisaient par cœur, pratiquement. Enfin, qui, hein, comme cette cire qui est vraiment le... Et que, de ce point de vue, évidemment, comme il dit aussi à un autre moment, il pouvait choisir les disciples à qui il allait transmettre tel ou tel enseignement, alors que dans un livre, le livre s'en va et on en perd le contrôle. Et donc on ne sait pas dans quelle main il va tomber, comment il va être compris, ou l'interprétation qui va en être faite. Vous voyez ? Pour expliquer que là on a vraiment un ancrage, une articulation entre des civilisations qui croient vraiment à l'oralité et qui considèrent que l'oralité est un critère d'humanité et donc de connaître beaucoup de textes, enfin des textes importants évidemment par cœur. On va trouver ça aussi en Inde, hein, où les Védas, évidemment tous ces grands poèmes fondateurs étaient connus par cœur. Et là, il y a vraiment effectivement une empreinte qui peut se passer entre ce qu'on apprend et peut-être des choses qu'on connaissait. Donc, très grande prudence. Là. Évidemment, Gutenberg, bon, l'imprimerie, tout ça est considéré chez nous comme un immense progrès. Et d'un point de vue, il l'est. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire, oh là, on brûle tous les livres. Non, non, non. Mais ça peut être aussi une béquille, hein, voilà, pour ne pas justement faire cet effort qu'on va voir tout au long des auteurs de mémoriser. Donc oui, Teut, il se fait rembarrer, quoi, hein, en disant, bon, ben, t'as inventé un art qui va rendre les hommes oublieux et donc et surtout avec trop de confiance par rapport à des choses reçues de l'extérieur et non pas un effort intérieur. C'est surtout ça. Il dit, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans et grâce à eux-mêmes, qu'ils se remémoreront les choses. Ce n'est donc pas pour la mémoire, c'est pour la remémoration que tu as découvert un remède. Et là, donc, il faut bien faire une différence chez Platon entre la réminiscence et la remémoration. La remémoration, c'est se rappeler de choses qu'on a vécues dans cette vie, des souvenirs, hein, qu'on fait ressurgir, on se remémore son enfance, telle et telle anecdote, tel souvenir. Bon, c'est la remémoration. La réminiscence,
ça c'est autre chose. Là, c'est vraiment aller puiser dans les trésors de l'âme, de ce qui n'a pas été acquis de l'extérieur dans cette vie, mais le bagage avec lequel on est arrivé. Quant à l'instruction, c'en est la semblance que tu procures à tes élèves et non point la réalité. Bon. Et ils seront en outre insupportables parce qu'ils seront des semblants d'hommes instruits au lieu d'être des hommes instruits. Et là, il n'y va pas de main morte. Hein, voilà. Si tu veux jouer ce rôle de l'illusion, du semblant de connaissance, du semblant d'instruction, bon ben voilà, continue avec l'écriture, la lecture, mais ce n'est pas ce qui fait le trésor de l'âme humaine. Donc évidemment, avec ça, on a quelques arguments, c'est-à-dire que c'est bien l'apprentissage par cœur. On y revient, je crois, un petit peu à l'éducation nationale, mais pendant pas mal d'années, on a, comme les dictées, on a laissé ça de côté, et c'est vrai que c'est... Voilà. Donc voilà, ça c'est toujours Platon, mais quand même, c'est bien, je pense, de savoir. Et dans le thé et tête, c'est un autre dialogue. Le don de la mémoire est expliqué comme étant un don de la fameuse mnémosine, qui était célébrée par les orphiques, qui célébraient toujours cette mémoire, et c'est cette mémoire-là dont il parlait. Et il ne faut pas oublier que justement la mémoire, cette mnémosine, c'est la mère des muses. Des fameuses 9 muses qui font le cortège d'Apollon, c'est-à-dire en fait les arts, mais aussi la géométrie, mathématiques, l'astronomie, enfin les connaissances essentielles. Voilà, et c'est pour ça que Platon va se moquer des sophistes, notamment du fameux Hippias, mais de tous les sophistes, là, qui vantait de pouvoir, par exemple Hippias, qui se vantait de pouvoir réciter 50 noms après les avoir entendus une seule fois, dans un sens, dans l'autre, etc. Et pour Platon, c'est une sorte de mémoire vraiment, stérile, artificielle, qui n'a aucun intérêt, si ce n'est de faire un peu de mousse et d'esbrouf pour montrer qu'on a une grande mémoire. Voilà, donc là, je vous le place, justement, on parle des images et des lieux, comme une vision très archaïque, mais assez universelle de la mémoire, qui est associée à cette notion de réminiscence, la mémoire de l'âme. Parce que tout ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on va beaucoup plus parler de comment travailler la mémoire, mais la mémoire plus quotidienne. Alors, un qui va faire justement le pont entre cette vision qui est quand même très particulière et tout ce qui va suivre, c'est Aristote. Parce qu'Aristote, lui, bon, vous savez, c'est disciple de Platon, mais il va quand même s'en distancier largement, justement parce qu'il remet en cause cette notion de monde intelligible, que lui, ce qui l'intéresse, c'est le monde sensible, et donc il va développer des choses qu'on appelle des connaissances plus scientifiques. Donc il aura beaucoup plus de succès chez les scientifiques qui vont arriver que Platon. Et ce qui est intéressant, là aussi, c'est pour le placer dans un endroit, un lieu, parce que ce que va écrire Aristote est singulièrement d'une immense vision prémonitoire par rapport à ce qu'on découvre aujourd'hui sur justement ces caractéristiques de la mémoire. Alors, lui, il va dire aussi, mais c'est pas tout à fait la même âme que Platon, la mémoire et l'imagination. Donc ça c'est vraiment intéressant. Le thé.
ET, la mémoire et l'imagination, donc ces deux notions, se trouvent toutes les deux dans l'âme. Alors, le fait de relier mémoire et imagination, c'est ça que je voudrais mettre un peu en évidence, parce que c'était pas forcément, c'est pas forcément évident de relier les deux, parce que l'un se rapporte plutôt au passé et l'autre à une projection dans le futur. Et ça me semble intéressant parce que c'est justement ce qu'on redécouvre aujourd'hui dans une des mémoires que nous semblons avoir, qui est la mémoire épisodique. Ça, j'y reviendrai dans 15 jours. La mémoire épisodique, qu'on appelle mémoire épisodique parce que c'est souvent la mémoire des souvenirs, justement, du passé, mais qui est aussi cette mémoire qui permet de se projeter dans le futur. Donc, voilà, là on en est un peu au balbutiement de ces découvertes, mais comme aujourd'hui avec l'imagerie, les IRM, tout ce qu'on a comme technique à notre disposition, on voit les zones qui s'activent lorsque celui à qui on a planté les électrodes se replonge dans le passé ou essaie de se projeter dans le futur. On voit que ce sont les mêmes zones qui sont activées. Bon, là j'anticipe un petit peu. Donc, pour dire que Aristote, qui n'avait pas les lasers, les IRM et tout ça, avait découvert déjà pas mal de choses. Alors la théorie d'Aristote sur la mémoire, sur le souvenir, elle est exposée dans son œuvre sur l'âme, sur son De Anima, de l'âme. Et c'est cette vision qui va être largement reprise par le Moyen-Âge, par les Romains d'abord et le Moyen-Âge ensuite. Alors lui, ce qu'il dit, je vous le résume vraiment beaucoup, l'imagination est l'intermédiaire, et donc la mémoire aussi, entre la perception et la pensée. C'est l'intermédiaire entre la perception et la pensée. C'est-à-dire que si une connaissance, mettons, dérive d'impressions sensorielles, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce n'est pas sur cette perception, ce qui est une matière brute, que la pensée travaille, mais une fois que cette perception est passée par un filtre, cette impression a été traitée ou absorbée par l'imagination. Alors, je ne développe pas trop, mais c'est simplement là aussi pour faire un pont avec ce qu'on découvre aujourd'hui sur ce que fait le cortex. Alors, ça peut. Oui, oui. C'est-à-dire que le cortex est une substance, comme on le verra, qui n'est pas un lieu particulier, mais qui est une substance qui va traiter en très peu de temps, en centième, millième de seconde, une perception en émotion ou pensée. Mais d'abord, c'est la perception. Bon, je touche quelque chose de brûlant, bon, il y a la perception, mais avant de dire aïe ou de retirer la main, de se dire mais vraiment quel idiot j'ai été en posant la main, il y a tout un parcours qui passe par cette imagination ou ce qu'Aristote va appeler aussi la mémoire. Ce qui permet aussi, une prochaine fois, de ne pas faire la même bêtise. Il dit, l'âme ne pense jamais sans une image mentale. Une image mentale. La faculté pensante pense et forme en image mentale. Il emploie ce concept. Il est même impossible de penser sans une image mentale.
Donc ça veut dire par rapport à ce qu'on sait un peu sur le cerveau, des hémisphères, gauche, droit, l'un, le concept, la logique, l'autre, l'imagination. Bon, tout ça est en fait aujourd'hui un peu remis en cause parce que c'est plus complexe que cela. C'est-à-dire, ce vers quoi on s'achemine, c'est vraiment une vision d'une complexité avec des réseaux d'informations, et rien n'est complètement coupé en deux. Donc la vision schématique de l'hémisphère gauche, de l'hémisphère droit, tout ça est un peu remis en cause aujourd'hui. Donc, pour finir avec Aristote, dit que la mémoire appartient à la même partie de l'âme que l'imagination. C'est-à-dire que la mémoire va avoir évidemment partie liée avec le temps, mais passé, présent et futur, et pas simplement passé. Quelqu'un qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer, qui a un Alzheimer développé, non seulement il y a des faits du passé qui vont disparaître, et encore, pas tout le passé, mais certains souvenirs ou épisodes du passé vont disparaître, mais on se rend compte aussi qu'il y a impossibilité de se projeter dans le futur. Donc dans cette mémoire, il y a aussi la capacité de projection dans l'avenir. C'est pour ça que le fait d'allier mémoire-imagination, c'est vraiment précurseur. Donc, la mémoire, c'est par rapport au temps, et c'est aussi spatial. C'est-à-dire lié à un espace, à un lieu. Ce dont on se souvient, c'est des souvenirs qui sont spatialisés et temporalisés. C'est dans un espace et dans un temps. Et quand Lionel Nakache parle aujourd'hui d'un GPS cérébral, parce que c'est l'expression qu'il emploie, on est tout à fait dans ça. C'est-à-dire, la mémoire, elle a un lieu. Alors lui, il l'appelle l'âme, parce qu'il ne se préoccupait pas trop de savoir comment dans le cerveau ça c'est, mais l'âme, qui est à la fois mémoire, imagination, et tout ça associé à des lieux, à des espaces. Et Aristote écrivait déjà qu'il dépend de l'âge et du tempérament de la personne que l'impression reste longtemps dans la mémoire ou s'efface rapidement. Et à propos du souvenir, il met en évidence les lois d'ordre et d'association, simplement pour dire qu'il avait découvert déjà vraiment beaucoup d'éléments qu'on redécouvre aujourd'hui avec le cerveau comme base d'étude. Oui. Bon, là, il y a pas mal de citations d'Aristote, mais là, je passe. Ça va? Bon, alors, donc, vous voyez que lui, et c'est le grand mérite d'Aristote, c'est de nous faire plonger dans des choses, c'est vrai, plus concrètes. Voilà, bah, comment ça fonctionne, enfin, plus concrètes. Disons, ça reste assez conceptuel chez Aristote. Mais, bon, ben, voilà, comment ça marche chez les uns, chez les autres. Bon, avec l'âge, il s'était déjà rendu compte qu'il y avait des souvenirs qui s'estompaient, d'autres qui étaient au contraire, qui se renforçaient, que selon les tempéraments, bon, ben, voilà, on allait retenir des choses, enfin, qu'il y avait un tri, qu'il y avait une sélection. Donc, il avait découvert déjà beaucoup de choses, et pour ça que les scientifiques, et encore aujourd'hui, hein, on va chercher dans le De Anima un peu des éléments conceptuels sur la mémoire. Alors, passons maintenant aux Romains. Le grand avantage aussi des Romains, des Latins, c'est qu'ils vont avoir un esprit plus pragmatique, plus concret. Et donc,
tout le monde des orateurs, des avocats, des rhétoriciens, des poètes, hein, vont s'emparer de cette discipline de la mémoire, de ces notions de la mémoire, et ils vont en faire, eux, véritablement la discipline qu'on connaît à partir de cet art de la mémoire. Et donc, chez les Romains, on a 3 sources. Il n'y en a pas 10 000, il y en a 3. C'est Cicéron, c'est ce maître de rhétorique et de pédagogie qui s'appelle Quintilien, qui a écrit très belles choses sur l'art oratoire, Quintilien, et un maître de rhétorique romain dont on ne connaît pas le nom, voilà, qui écrit vers 80 avant Jésus-Christ, une œuvre qui devient célébrissime et qui indique seulement le nom de la personne à qui elle était destinée. Alors cette œuvre dont tout le monde va parler à partir de lui, c'est cette œuvre qui n'est pas du tout connue, hein, sauf chez les érudits, c'est Ad, hein, à qui on s'adresse, Erennium. Ad Erennium, avec un R et 2 N. Voilà. Ad Erennium. Donc ça, Ad Erennium, c'est-à-dire un petit opuscule qui est adressé à quelqu'un qui s'appelle Erennium, bon, de quelqu'un qui est inconnu, un rhétoricien, un maître de rhétorique, parce qu'à Rome il y en avait beaucoup. Donc c'est cet opuscule en fait, et les ouvrages le De Oratore de Cicéron et l'ouvrage de Quintilien qui vont servir de base à cet art de mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cet art de mémoire, ou mnémotechnique, hein, comme parfois ils l'appellent aussi, va faire partie chez les Romains de la rhétorique. C'est-à-dire, là, on voit vraiment le côté utilitaire que va apporter les Romains. Bon, cet art de mémoire, voilà, s'ils sont pragmatiques, il faut qu'ils servent. Et à qui va-t-il servir? Bon, bah, tous ceux qui ont besoin de parler en public, etc. Et donc, chez Cicéron, elle constitue une des 5 parties de la rhétorique. Donc, vous voyez, c'est là où on voit le fossé entre la vision platonicienne de la rhétorique, hein, qui est la recherche de la vérité, ou du dialogue, de la dialectique, pour se rapprocher des idées. Là, non, c'est une discipline, voilà, qui se pratique et dont ont besoin un certain nombre de gens. Et lui, il va développer le fait qu'il y a la mémoire naturelle, bon, qui est une sorte de don inné, qui est né dans notre esprit en même temps que la pensée. Enfin, c'est pas la réminiscence, hein, de Platon, mais c'est une sorte de don, hein, ou de compétence innée, mémoire naturelle. Il y en a qui naissent avec, d'autres non, ou moins. Et la mémoire artificielle, qui est la mémoire renforcée ou consolidée par l'exercice. Donc tout cet art de mémoire qui va être développé à partir de là, à partir de Cicéron et Quintilien et les autres, ça sera comment travailler la mémoire artificielle, c'est-à-dire comment travailler ce matériau brut, la mémoire, et qui peut aider ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire naturelle, parce qu'ils peuvent compenser le manque de mémoire naturelle par ce travail sur la mémoire artificielle, et ceux qui ont déjà une bonne mémoire naturelle, bon, ben ça va développer encore plus leur potentiel. Donc il y a ce distinguo qui arrive. Alors, donc, les grands principes de l'art de la mémoire artificielle sont expliqués donc dans ce fameux ouvrage Ad Erennium, qui va devenir la référence incontournable. Tout le monde va le citer. On va citer Cicéron, Quintilien, mais aussi et surtout
à Derium et tous les commentaires que les gens vont faire à partir de cet ouvrage. Et là, on va retrouver nos doubles notions, que je disais tout à l'heure, les lieux et les images. Donc, cet art de mémoire travaille sur ces deux concepts, les lieux et les images. C'est-à-dire, en latin, hein, c'est loci, loci, oh, c'est loin, mon latin. J'ai oublié mon latin. Et imagenes. Localiser, locus. Ah oui, ça donne tous les lieux, hein, les lieux et les images. Donc c'est la petite citation que je vous ai lue là qui est clé, parce que tout le monde va travailler à partir de ces deux éléments. Choisir des lieux, choisir des images et mettre les images dans les lieux. C'est simple, hein? Le principe, il est pas compliqué. Alors, avant de faire la pause, je vais quand même vous lire comment alors, ça c'est pas ça. Voilà. Et après, on verra quelles sont les règles qu'on doit appliquer pour la mémorisation des lieux et les règles pour les images. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite, là, dans les 3 semaines qui viennent, d'essayer de pratiquer. Essayez de pratiquer. Oui, je vais essayer de le faire aussi. Pour voir comment vraiment ça fonctionne. Moi, je suis quand même sidérée de voir qu'une personne qui a consacré 30 ans de sa vie sur le sujet n'ait pas eu envie de pratiquer, ne serait-ce qu'un petit peu, quoi, pour voir ce que ça donne. Non? C'est bizarre, hein? Ça, c'est le... Elle le dit. Elle le dit. Ah, là-dessus, elle est très honnête. Elle dit, bah, franchement, bon, je vous livre le truc comme... voilà, mais j'ai jamais pratiqué. Bon, ça m'a... Donc, hein, on va s'amuser à ça. Alors, il y a des résistances au fond, là-bas? Au contraire, on se motive. Oui, il faut se motiver, parce que c'est pas du tout évident. Hein. Mais, voilà. Mais on parlait de la plasticité cérébrale hein, tout à l'heure, voilà, une manière de travailler la plasticité cérébrale. Voilà. Alors, je vous livre le principe général. Voilà. La mémoire artificielle, donc celle qu'on peut travailler, hein, est fondée sur des lieux et des images. Si vous vous rappelez rien que de ça, vous vous rappellerez? Bon, super. La mémoire artificielle est fondée sur des lieux et des images. Définition de base, comme elle dit, qui sera toujours reprise par la suite. Un locus, donc un lieu, hein, loci c'est le pluriel. Locus, c'est un lieu aisément retenu par la mémoire, comme une maison, un entrecolonnement. Bon, forcément, là on est à Rome, hein, donc il y a des colonnes. Bon, chez nous c'est moins évident d'avoir des colonnes, voilà, oui. Un angle, un arc, c'est l'architecture, tout ça c'est des éléments architecturaux, un arc. Bon. Les images, donc ça c'est les images sont des formes, des signes distinctifs ou des symboles de ce dont nous désirons nous souvenir. On verra ça un peu plus tout à l'heure, mais par exemple pour quelqu'un qui aurait besoin d'apprendre un texte hein, avec des mots,
Bon, il y a une technique pour les mots, mais ce qui est conseillé, en tout cas par Cicéron, c'est plutôt de trouver des images pour un mot ou un ensemble de mots. Donc, plutôt pour un ensemble de mots. Une image, un symbole, qui va évidemment, c'est pour ça qu'il faut le choisir, l'associer ensuite au groupe de mots que l'on veut mémoriser. Par exemple, si nous voulons nous rappeler le genre d'un cheval, d'un lion ou d'un aigle, nous devons placer leurs images dans des lieux, dans des lieux définis. L'art de la mémoire est comme une écriture intérieure. Ceux qui connaissent les lettres de l'alphabet peuvent écrire ce qu'on leur dicte et lire ce qu'ils ont écrit. De même, ceux qui ont étudié la mnémonique, mnémotechnique ou mnémonique, peuvent mettre dans des lieux ce qu'ils ont entendu et le redire de mémoire. Car les lieux ressemblent beaucoup à des tablettes enduites de cire ou à des papyrus, les images à des lettres, l'arrangement et la disposition des images à l'écriture et le fait de prononcer un discours à la lecture. C'est-à-dire que, effectivement, à ce moment-là, prononcer un discours, de tête, de mémoire, ça sera comme lire une sorte d'immense tableau qu'on aura au préalable composé. Ça va? Alors après, évidemment, si on intervertit, si on mélange les lieux, là, le discours risque d'être un tout petit peu incohérent. L'avocat va donner la fin de sa plaidoirie avant tout le développement. Donc c'est hyper exigeant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on parle d'une époque, l'Antiquité ou le Moyen-Âge ou la Renaissance, où les gens qui s'occupaient de tout cela avaient vraiment travaillé leur mémoire de manière incroyable. Aujourd'hui, mais on est vraiment des brutes. Épaisse ou pas épaisse, c'est épaisse, c'est incroyable. Et rappelons-nous, je sais pas, moi j'avais un grand-père qui déclamait à 80 ans ce qu'il avait appris de, je sais pas, Corneille, Racine, etc. Et on se souvient mieux, mais ça c'est probablement les sciences du cerveau qui pourraient le dire. Et on se souvient mieux de ce qu'on a appris il y a 50 ans. Moi, les textes que j'ai appris il y a 50 ans, je les récite encore aujourd'hui. Ce que j'ai appris il y a 3 ans, j'en suis incapable. Il faudrait que je le relise. Mais ça dépend. Ça dépend. Enfin voilà, tout ça est plus... Il n'y a rien de systématique. Et Brigitte. Alors attends, je finis. Avant la pause. Non, je ferai la suite après la pause. Ok. Alors, ça c'est les principes généraux, on va rentrer après dans le détail. Si nous voulons nous rappeler beaucoup de choses, nous devons nous munir d'un grand nombre de lieux. Condition essentielle. Les lieux doivent former une série et on doit se les rappeler dans l'ordre, de façon à pouvoir commencer à partir de n'importe quel lieu dans la série et avancer ou reculer à partir de lui. Si nous voyons un certain nombre de nos connaissances debout les unes derrière les autres, il n'y aurait aucune difficulté pour nous à dire leur nom en commençant par la première personne de la file, par la dernière ou par celle du milieu. Il en va de même pour les lieux de la mémoire. Si on les met en ordre, il en résultera que grâce aux souvenirs fournis par les images, on pourra répéter oralement ce qu'on aura confié au lieu
en allant dans n'importe quelle direction à partir du lieu qu'on voudra. La mise au point des lieux est de la plus grande importance, car le même ensemble de lieux peut être utilisé plusieurs fois pour se rappeler des choses différentes. Les images que nous y avons disposées pour nous rappeler un ensemble de choses s'évanouissent et s'effacent quand nous ne les utilisons plus. Mais les lieux restent dans la mémoire. Donc là, ce qu'on comprend déjà, c'est que lieux et images, donc les règles pour les lieux, donc c'est l'aspect spatial de la mémoire. La mise au point des lieux est de la plus grande importance et l'ordre dans lequel on va mettre ces lieux. C'est pour ça que les conseils qui sont donnés, bon, là c'est vraiment par rapport à des styles architecturaux qu'on ne connaît plus forcément, mais c'est la maison romaine où c'est comme quand on rentre dans cette maison, on ne va pas la parcourir de n'importe quelle manière. D'abord l'entrée, ensuite l'atrium, je ne sais pas, hein, la salle de banquet, les chambres. Donc bien sûr, il y a un ordre dans lequel on va mémoriser ces différentes parties d'une maison, d'un théâtre, d'un monument, etc. Donc ça doit être un lieu familier dont on va, qu'on va découper, hein, en temps de lieux qu'on va mémoriser. Et dans chaque lieu, dans cet ordre-là, on va placer une image. Et donc il y a des règles aussi pour les images. Donc, les règles pour les lieux, c'est là, cette fois, c'est Quintilien qui va donner la description la plus claire du procédé. Donc je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer. Quelles règles pour les lieux? Quintilien. Quintilien, alors ça s'écrit Quintilien, c'est un nom. Quintilien, Quintilien, comme ça se prononce, comme on dit dans les cas là, c'est en fait quelqu'un qui était aussi célèbre que Cicéron, hein. Vraiment voilà, référence. Alors, comme dit la Miss Yates, il n'est pas difficile de saisir les principes généraux de la mnémonique. Le premier pas consistait à imprimer dans la mémoire une série de loci, de lieux. Le type le plus commun, sinon le seul, de système mnémonique de lieux était le type architectural. Il nous explique qu'en fait, on pourrait prendre aussi des lieux, par exemple, naturels, paysages, ou des lieux fictifs, totalement imaginaires. C'est beaucoup plus difficile. Ça peut être le lieu où se passe la chose. Par exemple, je veux me rappeler de ce qu'on a fait ici, et je pense à cette salle. Non. Si, bien sûr, bien sûr. Là, il s'agit donc de vouloir mémoriser un ensemble de choses, hein, de concepts, d'idées, hein, plus même que de mots, et on va donc sélectionner un lieu qui peut se subdiviser en autant de parties. C'est pour ça que c'est pas un seul lieu, c'est un lieu dans lequel il va y avoir les lieux. Hein? Donc, système architectural parce que, disons, ce qu'il conseille, à l'époque, mais je crois que ça n'a pas trop changé, parce que c'est vraiment fixe. Un paysage ou un lieu, encore plus un lieu fictif, un lieu imaginaire,
Là, et c'est soumis à, voilà, à plein de fantaisies possibles, lieu architecture. Donc c'est Quintilien qui donne la description la plus claire du procédé. Pour former une série de lieux dans la mémoire, il faut, dit-il, se rappeler un bâtiment, aussi spacieux et varié que possible, avec, alors là évidemment on est à Rome, hein, l'atrium, la salle de séjour, les chambres à coucher, les salons, sans omettre les statues et les autres ornements qui décorent les pièces. Bon, si on prend par exemple sa maison ou son appartement, il n'y aura pas forcément ni les statues ni les colonnes, hein, mais bon, on adapte. Les images qui doivent rappeler le discours, comme exemple, on peut, dit Quintilien, utiliser une encre ou une arme, non, sont alors placées en imagination dans les lieux qui ont été mémorisés dans le bâtiment. Donc d'abord, sélection des lieux, mémorisation des lieux et l'ordre. Donc je commence par rentrer dans l'entrée, etc. Et ensuite, on va placer les images. Cela fait, dès qu'il s'agit de raviver la mémoire des faits, on parcourt tous ces lieux tour à tour et on demande à leurs gardiens ce qu'on y a déposé. Donc une fois ceci fait, on va parcourir le lieu dans l'ordre qu'on s'est donné et on va demander à chaque lieu de nous restituer, c'est pour ça qu'il y a l'idée du gardien du lieu, restituer ce qu'on y a déposé. Nous devons penser à l'orateur antique qui parcourt en imagination son bâtiment de mémoire pendant qu'il fait son discours et qui tire des lieux mémorisés les images qu'il y a placées. Et là, on pense à des orateurs, à des acteurs qui avaient des textes immenses, immenses à mémoriser. La méthode garantit qu'on se rappelle les différents points dans le bon ordre, puisque l'ordre est déterminé par la succession des lieux dans le bâtiment. Alors évidemment, vous allez me dire, il faut se rappeler l'ordre des lieux. L'ordre des lieux. Mais, voilà, si c'est un lieu vraiment, c'est pour ça qu'il conseille un lieu familier, qu'on parcourt depuis longtemps, et donc c'est presque, je dirais, somatisé. Hein, on parcourt ce lieu toujours de la même manière. Ça peut être aussi, c'est peut-être plus compliqué, une rue, avec un parcours qu'on fait tous les jours, et qu'on fait de manière mécanique à partir d'un certain moment, de se rappeler les magasins, les boutiques qui sont, bon alors évidemment si ça change, si ça ferme, il faut se réadapter, mais ça peut être aussi ça, on parcourt avec un ordre, et donc si on place tel élément, là on parle d'orateurs, de discours, de choses assez complexes, ça peut être aussi des choses plus simples. Si on veut mémoriser sa liste de courses, vous ferez des essais, Bon, donc, Quintilien. Donc, les lieux sont gravés dans la mémoire et peuvent être réutilisés pour d'autres images. C'est-à-dire, un même lieu peut servir à la mémorisation de plusieurs textes. Il ne faut pas s'embrouiller. Voilà, il ne faut pas s'embrouiller. Parce que le problème, c'est que utiliser toujours les mêmes lieux, avantage, inconvénient. Oui. Le lieu, donc vous comprenez, le lieu est le contenant, l'image, le contenu. On peut aussi utiliser des lieux fictifs, comme je disais, à la place de lieux réels, mais c'est plus difficile. Par contre, un lieu naturel, un paysage dans lequel on a l'habitude de se promener dans un certain ordre, c'est toujours pareil.
temps un certain nombre, peut servir. Mais disons que les contours sont peut-être moins nets. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça c'est les règles pour les lieux. Donc des lieux familiers qu'on peut bien découper et vraiment dont on a déjà une mémoire de l'ordre avec lequel on le parcourt. Les règles pour les images maintenant. Alors, les règles pour les images. On dit images, mais en fait, il y a deux types d'images, comme ils expliquent. Il y a le premier type d'image, c'est ce qu'ils appelaient pour les choses. C'est le mot latin res, mais ça comprend beaucoup d'éléments. Et le second, pour les mots. Donc là, au niveau des images, ça se subdivise en choses, donc res en latin, et les mots, ils appellent ça les verba. Res et les choses et les mots. Donc là, on a deux éléments différents. Est-ce qu'on veut mémoriser un discours, un texte, mot par mot, et donc là, Cicéron y déconseille, très sincèrement, si c'est trop compliqué, parce qu'il va falloir trouver un lieu pour chaque mot, donc vous imaginez, c'est impossible. Donc il le dit, hein, pourtant lui il avait quand même une bonne capacité. Donc il dit bon, c'est possible, mais et en même temps c'est un peu risqué, parce que il y a quand même le risque d'employer un mot pour un autre, et bon, c'est pas conseillé. Par contre, les choses, oui. Alors les choses, c'est de manière très le mot reste, hein, il est très vaste. C'est les concepts, les idées, les arguments. Là, il parle vraiment dans le cadre d'une plaidoirie. Un avocat qui doit plaider, bon, qui doit défendre son client, et donc il a un certain nombre d'arguments. S'il veut se rappeler les arguments et les mettre dans un certain ordre, bon, pour dérouler sa plaidoirie, sans note. Et c'est là, donc, où il va falloir trouver des images qui illustrent, et c'est pour ça que c'est un travail très personnel, parce que chacun doit chercher et trouver les images qui lui parlent. C'est pour ça que les maîtres en rhétorique ne donnaient pas d'images précises à leurs élèves pour qu'ils puissent, eux, se forger eux-mêmes leurs propres images. Donc, ils enseignaient la méthode, et c'était après à chacun de définir les lieux et les images. Donc, une idée, un argument, vous voyez, donc ça c'est un ensemble de mots. Bon, par quelle image, pour moi, parlante, vais-je le symboliser? Et ce symbole, qui est un objet, qui peut même être une perception sensorielle ou un symbole, je le place dans le lieu. Oui, c'est complexe, hein. Voilà. Vous ne saviez pas, hein, à quoi vous vous engagez dans ce cycle. Moi non plus au départ, mais merci. Donc, les images, donc les choses constituent par exemple le sujet d'un discours, les mots, le langage dont le sujet est revêtu. Mais vous voyez, le risque, hein, de la mémorisation mot par mot, c'est vraiment de... Voilà. Là, on rentre dans des choses trop compliquées. Par contre, la mémoire des choses, des concepts, des idées, des arguments, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et je dirais, c'est un travail intéressant à faire, même si on ne cherche pas à mémoriser. Parce que c'est un travail d'imagination, une gymnastique mentale, qui fait que un concept, une idée, un argument, oui, là c'est vrai, c'est quelque chose de logique, hein, de chronologique. Hein. Et donc on a intérêt aussi, si on veut avoir
un fonctionnement équilibré du cerveau, de le traduire en images, en dessins, en symboles. Et c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Tiens, je sais pas, l'égalité, je le représenterais, enfin ça fait partie des jeux, je le représenterais comment, cette idée, cet argument, quelle image pour moi mes familles. Alors, les images pour les choses doivent être suffisamment fortes pour créer un impact psychologique. Disons, ce qu'il conseille, là c'est en général dans le cadre d'une plaidoirie, c'est d'utiliser des images fortes, puissantes, qui ne soient pas des images fades, un peu mièvres. Pourquoi? Pour avoir, déjà pour ressentir cette puissance psychologique, et évidemment, dans le cas d'une plaidoirie, l'avoir sur les auditeurs. Mais en général, une image puissante qui marche pour soi, on peut penser qu'elle va marcher aussi pour l'autre. Alors, quelques conseils. C'est un texte un petit peu long, c'est un texte de, là cette fois, de l'ad Erenium, le fameux ad Erenium. Alors, la nature elle-même nous enseigne ce que nous devons faire. Là, on est dans les règles pour choisir les images, hein, les lieux. Bon, je vous ai expliqué la méthode, alors après... Par exemple, le fait de... Je reviens un peu sur les lieux, le fait de prendre une maison, si on en connaît, avec un étage, avec un escalier. Ça peut être intéressant parce que là, vous voyez, on a 2 étages, donc bon, forcément on arrive en bas, ensuite on monte l'escalier, donc l'escalier, il peut y avoir des images sur marge d'escalier, et ensuite il y a les autres pièces. Vous voyez, alors que là, l'exemple romain, c'était tout évidemment tout à plat, hein, avec tout se disposait autour de l'atrium, hein, la cour intérieure, mais ça peut être intéressant pour nous d'avoir justement ce double étage. Il y a un moment dans le texte où il faut monter. Bon, ça va? Ça va, d'accord. Donc ça, c'était les lieux. Les lieux. Maintenant, les images, les règles pour les images. Et où ils nous disent, ils nous donnent confiance, que la nature elle-même nous enseigne ce que nous devons faire. Quand nous voyons dans la vie de tous les jours des choses mesquines, ordinaires, banales, nous ne réussissons pas d'habitude à nous les rappeler. Parce qu'il n'y a là rien de nouveau ou d'étonnant qui stimule l'esprit. Mais si nous voyons, si nous entendons quelque chose d'exceptionnellement bas, honteux, inhabituel, ou grand, inoubliable ou ridicule, nous nous le rappelons longtemps. De même, nous oublions souvent ce que nous venons de voir ou d'entendre, et nous nous rappelons souvent mieux les incidents de notre enfance. La seule raison qui rend cela possible, c'est que les choses ordinaires glissent facilement hors de la mémoire, tandis que les choses frappantes et nouvelles restent plus longtemps présentes à l'esprit. Personne ne trouve merveilleux le lever du soleil, sa course et son coucher, parce qu'ils se produisent tous les jours. Bon, ça c'est pas forcément... ça c'est pas vrai, hein. Ça, c'est pas vrai. Bon, ça va, on ne sait pas qui c'est, mais là... non, mais écoutez la suite, c'est parce qu'il fait bon, les levées, bon, voilà, on s'y habitue, donc, mais les éclipses de soleil suscitent de l'étonnement parce qu'elles arrivent rarement, et elles en suscitent plus que les éclipses de lune parce que celles-ci sont plus fréquentes. Bon, à l'époque, c'était peut-être vrai. Donc, pour montrer que, quand même, d'un truc exceptionnel, on va s'en rappeler davantage que quelque chose de banal. C'est une règle. La nature montre donc
qu'elle n'est pas troublée par un fait commun, ordinaire, mais qu'elle est secouée par un événement nouveau ou frappant. Que l'art, dans ces conditions, imite la nature, trouve ce qu'elle demande et suive ses directives. Car en ce qui concerne l'invention, la nature ne vient jamais après et l'éducation avant. Au contraire, le début des choses vient du talent naturel et les fins sont atteintes par l'éducation. Bon, nous devons donc créer des images capables de rester le plus longtemps possible dans la mémoire. Enfin, disons, créer des images ou capter des images capables de rester le plus longtemps possible dans la mémoire. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de se poser la question, quelles sont les images qui me reviennent assez facilement, régulièrement dans la mémoire. Des images, hein, pas des concepts ou des idées, des images, des symboles. Et nous y réussirons si nous établissons des ressemblances aussi frappantes que possible avec le concept ou l'idée qu'on veut mémoriser. Hein, c'est ça la ressemblance. Comme je disais, l'égalité, je sais pas moi, la liberté, les grandes idées, les grands concepts. Bon, c'est quoi l'image? Et peut-être qu'il ne faut pas trop réfléchir, hein, peut-être pas trop réfléchir pour savoir spontanément quelle image on y associerait à ce concept. Et c'est quelque chose qui doit venir un peu spontanément, parce que si c'est trop fabriqué, on aura plus de mal à s'en souvenir. C'est pour ça que c'est un travail vraiment individuel, parce que ce qui parle à l'un, vraiment, parle pas forcément à l'autre. Donc ça peut être une fleur, ça peut être un animal, ça peut être un symbole, ça peut être voilà, un objet. Vous voyez? Donc, aussi frappante que possible et avec des ressemblances aussi frappantes que possible. Si nous créons des images qui ne soient ni nombreuses ni vagues, mais actives, ce qu'ils appelaient les imagenes agentes, enfin les images actives, si nous leur attribuons une beauté exceptionnelle ou une laideur particulière, c'est de se situer dans des choses frappantes, soit dans le beau, soit au contraire dans le côté violent ou repoussant. Mais là où il y a un choc, le choc des images, comme dit Match, hein, le poids des mots, le choc des images. Bon, ben, là, on est dans le choc des images. On doit trouver une image qui choque, mais pas dans le sens, mais voilà, qui a de la puissance. Si nous en ornons quelques-unes avec des couronnes, par exemple, ou des manteaux de pourpre, bon, alors évidemment, là, vous voyez, ça c'est quelque chose qui change avec les époques. Le manteau de pourpre, ça ne nous est pas forcément très familier, mais pour un Marc Aurèle ou un Cicéron, oui, de façon à rendre la ressemblance plus évidente, sauf si on a une attache particulière avec une période historique. Une toge, ça c'est possible. Si nous les enlaidissons d'une façon ou d'une autre en introduisant par exemple une personne tachée de sang, souillée de boue ou couverte de peinture rouge de façon à ce que l'aspect en soit plus frappant. Ou encore si nous donnons un effet comique à nos images. Donc soit tragique, soit voilà, quelque chose dont on se souvient, soit comique. Ça dépend, son tempérament. Car cela aussi nous garantira plus de facilité à nous les rappeler. Ce que nous nous rappelons facilement quand c'est réel, nous nous le rappelons aussi facilement quand c'est fictif. Ça débouche sur plein de sujets intéressants. Aujourd'hui, on parle beaucoup des images, du virtuel, et notamment sur les enfants jeunes qui
Parce que l'image a une puissance, même si c'est une image factice, enfin, sur un écran ou sur une tablette. Ça a une puissance énorme. Et souvent, la mémorisation de cela se fait à l'insu de l'enfant. Et c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de choix de ce que l'enfant va mémoriser. Donc ces questions d'image, ça touche l'imagination, ça touche beaucoup d'éléments vraiment intéressants, je pense, à réfléchir. Mais une condition est essentielle, il faut régulièrement parcourir en esprit tous les lieux originaux pour raviver les images. Alors là, il y a un élément fondamental, c'est qu'il ne suffit pas de le faire une fois. Voilà, j'ai mes lieux, j'ai mon texte et j'ai mes images, je place les images en lieu, mais il faut le reparcourir quasiment chaque jour si on veut consolider le processus. Et ça, c'est vraiment intéressant, cette idée de régulièrement parcourir. Et c'est ce qu'ils faisaient, les élèves de rhétorique. C'est-à-dire, c'est une discipline où c'est tous les jours, et si on veut apprendre quelque chose par cœur, si on veut vraiment que ça reste. Je sais que pour les examens, souvent, on étudiait des choses pour les restituer le jour d'examen, puis le lendemain, on ne savait plus rien. Mais, voilà, le fameux bachotage. Mais si on veut vraiment qu'il y a des choses qui restent, il faut l'entretenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra avec le cerveau. Quelque chose, c'est fabuleux de voir qu'il y a tout un processus de consolidation qui se fait soit de manière volontaire, soit à notre insu, par exemple pendant le sommeil. C'est une des choses qu'on fait quand on dort, c'est qu'il y a un certain nombre de schémas spatio-temporels, parce que là aussi c'est dans l'espace et dans le temps, qui se consolident. Qui se consolident ou qui se réorganisent. Et parfois qui s'oublient. Parce qu'il y a une volonté, ou il y a quelque chose qui est tellement fort que quelque part la conscience a envie de l'évacuer. Ça aussi, ça existe. Des oublis volontaires, des oublis involontaires. Enfin, c'est énorme ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Cette capacité, là on a vraiment l'élément le plus complexe qui soit, probablement le cerveau humain. Donc, vous voyez, il faut régulièrement parcourir en esprit. Alors, là aussi, on n'est pas obligé de le faire physiquement. Mais le fait de le faire physiquement, aussi, ça aide. Parce qu'on va monter carrément les marches d'escalier, enfin, voilà, on va l'intégrer, l'empreinte sera peut-être plus forte. C'est pour ça, là, je pense aussi à des méthodes aujourd'hui d'apprentissage sur lesquelles on se pose beaucoup de questions. Dans certaines pédagogies alternatives, on dit, pour que les enfants mémorisent, il faut associer la connaissance à une expérience sensorielle. Donc certains vont dire, il faut, comme je pense à Montessori, il faut toucher, il faut entendre, il faut sentir, et si on veut associer telle connaissance à tel sens, c'est sûr qu'il faut aussi vivre. Et là, c'est vrai que ça récompense un petit peu notre éducation, qui était souvent très conceptuelle. Mais c'est un autre type de mémoire, comme on le verra aussi, d'apprendre des choses, comme il dit souvent Lionel Nakache, 1515. Alors, la bataille de Marignan, voilà, plus personne ne sait aujourd'hui qui était dans cette bataille, qui a gagné et qui a perdu. Voilà, ça, mais par contre, 1515, pour les petits écoliers français, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. On ne se rappelle plus dans quel contexte on l'a appris, mais on le sait. Enfin, on sait la date. Après, il ne faut pas trop creuser, quoi. Et moi, je suis allée chercher. Tiens, Marignan, c'est quoi? La mémoire, elle est quand même liée
Oui, Mais si on ne fait pas de lien, mais pas que. Mais pas que, parce que ce qu'on verra, c'est que, en fait, aujourd'hui, on ne parle plus de mémoire au singulier, mais on parle des mémoires, mémoire au pluriel. Et donc, il y a différents types de mémoires qui fonctionnent différemment, qui sont relativement indépendantes les unes des autres, mais aussi relativement reliées les unes aux autres. Et ça, c'est ce qu'on découvre avec la maladie d'Alzheimer, par exemple, où il y a un type de mémoire ou plusieurs types de mémoire qui peuvent être touchés sans que les autres le soient. Alors ça, c'est plutôt rassurant, puisqu'on peut garder des mémoires procédurales, c'est-à-dire un apprentissage qu'on a fait qui reste gravé dans la mémoire, alors qu'on ne se rappelle plus de rien. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on ne peut plus parler de mémoire qui fonctionne de telle manière. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça qu'on peut se rappeler de choses de l'enfance, ne plus se rappeler ce qu'on a fait la veille, ne plus se rappeler de rien et continuer à faire des mots croisés. C'est l'expérience que j'ai eue avec ma maman. C'était incroyable, elle ne se rappelait plus de rien, elle ne me reconnaissait plus, mais elle continuait à faire ses mots croisés et à me battre au Scrabble. Elle était contente, tu vois. Je me disais, mais c'est incroyable, parce qu'elle a fait des mots croisés toute sa vie, et donc c'était une mémoire procédurale d'apprentissage qui restait mais intacte. Et tout le reste était parti. Et là, maintenant, je suis contente parce que ce qu'on découvre répond à un certain nombre de questions. Mais comment se fait-il que cette mémoire reste alors que tout le reste... Vous avez sûrement expérimenté ça aussi. Et donc là, maintenant, on a des réponses, enfin des embryons de réponses. Pas des solutions. Les solutions, de toute façon, sauf le fait d'accepter. C'est les membres des bras qui sont. Donc, il faut aider la mémoire en suscitant des chocs émotionnels à l'idée d'images frappantes par la beauté ou la laideur. Alors, je ne vous lirai pas l'exemple, mais vous avez un exemple que Yeats donne, parce que bon, c'est vrai que là, c'est extrêmement... dans le contexte, ça signifie quelque chose. C'est une plaidoirie pour défendre un client. Donc les images qui sont choisies sont très, très, très précises. Mais bon, si ça vous intéresse, je vous donnerai la photocopie de l'exemple, voir comment ça fonctionne. Alors, on peut aussi se dire, oh là là, mais est-ce que tout ça n'est pas plus compliqué et où il y a aussi cette objection qu'on avait faite à Cicéron, qui lui défendait vraiment cette mémoire pas des mots, mais des choses. Et l'objection, c'était est-ce que ça sature pas le cerveau, parce qu'on avait cette idée, et encore aujourd'hui on a cette idée d'une mémoire de stockage. Et donc, si on met trop de choses, ça sature, et finalement, on mémorise des choses insignifiantes et on ne se rappelle plus de l'essentiel. Faux. Et Cicéron déjà disait qu'il n'y avait pas de risque de saturer la mémoire, bien au contraire, ça permettait de la développer. Et ça, c'est un peu confirmé par ce qu'on sait aujourd'hui, on utilise 100% du cerveau à un moment donné, et le cerveau, il est constamment en train de se réorganiser, de toute façon, donc il n'y a pas de risque de saturation, parce que, il y a une intelligence aussi qui fait que, il y a des choses qui s'oublient, il y a des choses qui s'oublient, mais jamais, parfois, définitivement, peuvent ressurgir. Ça va? Oui. Donc, essayez. On va s'amuser. Quelque chose à mémoriser. Et alors, je voulais simplement... c'est simplement une petite passerelle avec la semaine prochaine.
Parce que, bon, vous voyez que là, avec Cicéron, Quintilien, bon, avec l'inconnu qui a écrit à des réunions, on est dans des disciplines, une technique, mais voilà, qui n'est pas associée à l'éthique ou à la morale. Mais comme Cicéron, comme je te dis, c'est une partie de la rhétorique, mais aussi, lui, va associer la mémoire aux vertus, et il va en faire une partie d'une des vertus qui est très importante à Rome, qui est la prudence. Prudentia, la prudence. Et il va subdiviser la prudence en 3 sous-parties. Ça, c'est Cicéron. La mémoire, l'intelligence et la prévoyance. Et donc, voilà, ça va donner, et là c'est le premier à le faire, un côté éthique, un côté moral à la mémoire. La mémoire fait partie de la prudence. Et donc si on veut être un être prudent, qui est une vertu chez les Romains, d'éviter les excès, bon, prudence dans le sens d'acquérir une certaine sagesse de vie, de ne pas s'enflammer. Bon, prudence, bon, ben, la prudence, elle comprend la mémoire. Ça veut dire que la mémoire est un outil éthique aussi. D'où l'exhortation à vraiment, pas simplement pour les rhétoriciens, les orateurs, les avocats, de travailler la mémoire, parce que de se rappeler du passé permet de se constituer un peu une éthique de vie utile. Et ça, c'est ce que les théologiens du Moyen-Âge vont s'approprier. C'est-à-dire que ce côté éthique de la mémoire, ils vont le développer. Donc là, on va passer à autre chose. Ce n'est pas simplement une technique de mémorisation, mnémotechnique, mais aussi une manière de se développer en tant que honnête homme, être humain. Donc, ce qu'il faut savoir, je recommencerai la semaine prochaine par ça, Albert le Grand ou Saint Thomas vont reprendre cette idée de la mémoire. Donc, vous voyez, ça sera toujours repris, mais dans des contextes différents. Métaphysique, veut dire professionnel, pour les orateurs romains, éthique aussi pour la suite. Ça va? Il manque quelque chose? C'est facile. Alors, il est, je crois, midi et quart, donc on a déjà dépassé largement. Mais alors, ça va? C'est pas trop. C'est pas trop. Alors, après, vous allez voir qu'au Moyen-Âge, et à la Renaissance surtout, ça va donner lieu à ce qu'on appelle les palais de la mémoire. Les palais de la mémoire. Palais de la mémoire. C'est-à-dire, ça va devenir en fait des schémas en fait où ils vont représenter tout l'univers. C'est impressionnant. À l'époque de Giordano Bruno, de Lull et d'autres. Alors ils vont choisir soit des théâtres, là encore beaucoup d'éléments architecturaux connus, enfin familiers, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est ça que souvent on appelle l'art de mémoire, les palais de la mémoire. Et même, je dis, Lionel Nakache, dans son bouquin Parlez-vous cerveau, il cite quand même Cicéron. Donc ça prouve que quand même tout ça est connu. Et l'art de mémoire, les palais de la mémoire, c'est pareil, c'est-à-dire de placer dans un palais, bon, eux, ils avaient l'habitude, des palais vénitiens, palais italiens, de placer des images dans chaque partie du palais. Ils ont l'habitude de bouger à l'intérieur, de se mouvoir à l'intérieur du palais. C'est ça qu'on appelle l'art de mémoire, les palais de la mémoire. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que, au-delà de l'aspect mémorisation, qui peut-être pour nous
tout à fait secondaire. Le fait que ça fait travailler mémoire, imagination, parce que Aristote, là, il a eu quand même une vision vraiment intéressante, quoi, de lier mémoire, imagination. Donc de travailler la mémoire aide aussi à pouvoir se projeter, parce que ça, vous entendez ça souvent, mais moi, j'ai pas d'imagination, moi, j'ai pas d'imagination. C'est faux. C'est-à-dire, et on pense que l'imagination, ça se travaille pas. Eh ben si. Si, ça se travaille en relation avec la mémoire. Et plus on a un patrimoine, je dirais, intérieur, hein, d'images, des belles images, enfin, voilà, des images aussi qui peuvent servir à la vie de tous les jours, quoi, pour nous donner un peu d'air et d'élévation, d'oxygène. Ce sont ces mêmes images qui vont aussi aider à mémoriser ce qu'on souhaite mémoriser, ou imaginer aussi des choses du futur. Enfin, donc il y a des applications, il peut y en avoir plein, y compris à travailler aussi avec des enfants, avec voilà, faire beaucoup travailler cet imaginaire. Et les images, enfin le rôle lieu et image, ça c'est vraiment la clé.